Très bien, on est live, je crois. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette discussion aujourd'hui sur le dépistage du cancer du sein avec le docteur Abessera dans un format un peu particulier, évidemment, conditions sanitaires oblige. Donc, moi, j'ai un petit studio vidéo là, Incepto, et puis le docteur Abessera interviendra à distance. Donc déjà, Marc, merci de nous rejoindre et de participer à cette discussion. Donc, Marc Abessera est radiologue à l'hôpital américain de Paris, expert en scénologie et très intéressé par l'intelligence artificielle parce que je sais, Marc, vous participez à une étude ambitieuse avec les États-Unis, le New York Presbyterian Hospital et Columbia. Vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, bonjour Laurence, merci à vous pour cette session et puis merci de m'avoir invité. Alors effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, l'intelligence artificielle, qui intéresse tous les radiologues depuis de nombreuses années maintenant, qui nous fait peur et puis en même temps qui nous fascine. Je suis en train de participer à une étude qui est effectivement très ambitieuse avec l'Université de Columbia et le New York Presbyterian Hospital. C'est une étude rétrospective où on a repris les macrobiopsies stéréotaxiques qu'on avait faites pour des microcalcifications suspectes et on essaye avec l'intelligence artificielle, c'est de la recherche et de développement, on essaye de trouver quelles sont les microcalcifications qui pourraient correspondre à de l'hyperplasie canalaire atypique plutôt qu'à d'un intracanalaire et éviter ainsi aux patientes des macrobiopsies stéréotaxiques inutiles et leur permettre plutôt un follow-up. Donc l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui me passionne bien évidemment. Super, oui, c'est très ambitieux, effectivement. Alors, ça, c'est la recherche, là où on veut aller. Maintenant, on va revenir peut-être à des choses pragmatiques au jour le jour dans votre routine. Vous me disiez que votre pratique, c'est moitié-moitié du suivi oncologique et l'autre moitié du dépistage. Et aujourd'hui, on a choisi de parler d'IA en dépistage. Donc, peut-être pour poser le contexte, est-ce que vous pouvez nous parler du cadre du dépistage organisé en France, des difficultés? On sait que finalement peu de femmes adhèrent au dépistage organisé. Donc, quelles sont les difficultés? Quelles sont les pistes d'amélioration selon vous? Le dépistage organisé en France, il a été mis en place depuis 2004 et c'est un dépistage qui est basé sur l'âge. Donc, entre 50 et 74 ans, une fois tous les 2 ans. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'adhérence à ce dépistage organisé puisqu'on a à peu près 50% de participation nationale au dépistage et il y a à côté de ça un dépistage individuel et puis des patients qui ne se font absolument pas dépister. Alors le dépistage, il a depuis de nombreuses années fait l'objet régulièrement à l'occasion d'Octobre Rose de tas de publications, de controverses sur son intérêt, sur son efficacité, sur le fait que le taux de mortalité est véritablement diminué ou pas, etc. On se rend compte à l'heure actuelle qu'on va évoluer de plus en plus vers un dépistage qui va être vraiment prédictif, qui va être personnalisé et qui va plutôt évaluer le risque vraiment individuel de chaque patiente. Et ça, c'est un peu l'objectif aussi de notre travail à l'hôpital américain. On a développé avec le professeur Massis Agachian, qui vient de l'Institut Gustave Roussy, une nouvelle entité qui s'appelle le Women Risk Institute. Et c'est une étude et en même temps quelque chose qu'on propose aux femmes de façon tout à fait pragmatique. C'est une consultation une fois tous les 5 ans et c'est sur leur risque véritablement individuel en fonction de leur âge, de la densité du sein. Et pour ça, on s'aide avec des logiciels comme le logiciel de PrediLife, le logiciel d'Ansimamo, qui est utilisé d'ailleurs pour l'étude de MyPeps. Et il y a les autres facteurs, c'est-à-dire le fait qu'elles aient par exemple eu une biopsie pour une lésion du sein, les facteurs de risque évidemment familiaux, et puis le score polygénique, le test salivaire. Donc on s'oriente vers un dépistage qui va être de plus en plus prédictif, personnalisé, et où il y aura peut-être une participation, une adhésion plus importante des patientes parce qu'elles vont se sentir concernées au premier chef. Et l'étude de Suzette Delaloge, l'étude MyPeps, qui est une étude européenne et israélienne, porte sur un objectif de 85 000 patients qui devraient être inclus d'ici les 5 années à venir.
Et on va comparer justement le dépistage organisé classique que l'on fait en France entre 50 à 74 ans et ce dépistage qui est un dépistage individualisé. Et on va peut-être être amené à proposer à certaines patientes à très bas risque de ne réaliser une mammographie qu'une fois tous les 4 ans et à d'autres patientes au contraire à très haut risque de faire une mammographie annuelle, une échographie et une IRM en plus. Donc, on s'oriente de plus en plus vers un dépistage très personnalisé. Ouais, c'est très ambitieux. Et aujourd'hui, dans ces outils prédictifs, est-ce que la mammographie et l'imagerie est prise en compte? Alors, la mammographie est prise en compte, bien évidemment, dans le cadre du dépistage, mais pour les outils prédictifs, c'est la densité mammaire qui est très importante. Comme vous savez, avec les seins qui sont cotés BI-RADS-C, BI-RADS-D, où il y a un vrai facteur de risque. Et je pense qu'on va pouvoir justement inclure, en plus de cette intelligence artificielle-là, qui sont effectivement des études de densité, on va pouvoir peut-être inclure justement les intelligences artificielles comme celles que vous proposez. Et par exemple, peut-être qu'à terme, on pourra réfléchir sur les mammographies qui sont scorées 1 ou 2 et qui sont considérées comme étant tout à fait normales et où le taux de faux négatif est très, très, très faible et qu'on pourra peut-être exclure du dépistage, enfin, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de matière là-dessus sur lesquelles on peut réfléchir. Oui, tout à fait, de pistes de recherche. Ouais, ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, dans votre pratique, quelles sont les évolutions en termes de rythme, de volume, de patientèle et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Alors, on est tous confrontés dans notre pratique quotidienne, lorsqu'on fait du dépistage, au fait qu'on a un volume important de mammographie à lire tous les jours. On a des seins qui sont souvent des seins compliqués, qui sont des seins denses. Donc, voilà, il y a le fait que le radiologue, il est pas toujours en pleine forme, il peut être fatigué, son œil est pas toujours au mieux de sa forme, enfin, etc. Donc, il y a tous ces facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il y a aussi le fait qu'on peut être amené à faire du surtraitement. Alors moi, j'aime pas le terme de surdiagnostic parce qu'en fait, nous, on diagnostique des anomalies, on fait des biopsies et puis après, on se retrouve devant des lésions qu'on peut appeler frontières, etc. Faut-il les traiter, ne pas les traiter? C'est le but de l'étude que je fais avec Columbia sur l'hyperplasie épithéliale atypique, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a un risque, de surtraitement, il y a une anxiété qui est induite par ça pour les patients. Et donc, c'est pas simple. Faire du dépistage du cancer du sein en pratique courante, c'est pas si facile. Ouais. Alors justement, l'intelligence artificielle, vous le disiez, suscite beaucoup d'enthousiasme et aussi d'inquiétude. Vous, quelle est votre perception? Est-ce que vous voyez des bénéfices potentiels, des risques? Vous utilisez une solution depuis cet été. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors moi, j'ai un retour d'expérience qui est assez nouveau, effectivement, puisque j'utilise la solution Transpara ScreenPoint depuis maintenant quelques mois. Et mon premier retour d'expérience, c'est que ça m'intéresse énormément, en particulier, alors la mammographie est scorée de 1 à 10. Donc les scores, on va dire globalement de 1 à 7, c'est des scores qui sont considérés avec un très très faible risque, enfin avec 1-2 qui est vraiment un risque minime. Il n'y a quasiment pas de faux négatifs quand la mammographie est scorée 1 ou 2. Jusqu'à 7, on n'a pas de grande inquiétude. En 8-9, on est en score intermédiaire et à 10, il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a une anomalie. Et comme avec notre ancien système CAD, nous on avait un système CAD comme beaucoup de centres à l'hôpital américain, on en a un depuis 2005, donc ça fait 15 ans qu'on utilise un système CAD. Le problème des anciens systèmes CAD, c'est que c'est des systèmes qui vous montrent énormément de marques et que à force, le radiologue est un peu lassé par toutes ces marques qui sont montrées et qu'on va finir par les négliger et qu'on va peut-être négliger une marque importante qui est le témoin justement d'une anomalie et d'un cancer. Et donc l'intérêt de l'intelligence artificielle maintenant, c'est qu'on va scorer la mammographie et quand j'utilise l'IA et que je vois des scores à 1 ou 2 par exemple sur des seins qui sont très denses, je suis très très rassuré. Et la question que je me pose, c'est de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire pour ces patientes-là une échographie complémentaire?
alors que je suis sur un BI-RADS C, un BI-RADS D, donc des seins qui sont très denses. Et pour l'instant, je continue à la faire, mais je vais voir dans ma pratique, et puis je vais voir en fonction des publications qui vont se faire au fur et à mesure. Je pense que ça va être de plus en plus intéressant. Donc, ça permet de filtrer en fait les mammographies. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement au CAD qu'on utilisait dans un deuxième temps, c'est-à-dire que on affichait la mammographie, on avait notre protocole de lecture et puis on appuyait sur le bouton pour voir les zones qui étaient anormales. Avec l'intelligence artificielle, on peut filtrer les mammographies à l'avance, c'est-à-dire que j'ai une tablette qui est juste à côté de mes écrans de scénologie. Alors au début, j'étais un peu réticent parce que j'avais plutôt envie d'avoir un système qui soit intégré à mes écrans de scénologie comme l'était le système CAD. Et puis, en pratique, je me suis rendu compte que cette tablette, finalement, c'est pas si mal que ça, parce que j'ai mon workflow habituel avec mes écrans de scénologie, et puis j'ai la tablette qui est à côté, et j'ai la worklist avec le score qui s'affiche sans avoir à ouvrir le logiciel pour regarder la mammographie. Donc, quand j'ai des mammographies qui sont scorées à 1, 2, 3, 4, 5, je suis très, très tranquillisé. Je vais bien évidemment analyser ma mammographie, mais je vais pouvoir l'analyser de façon à la fois plus sereine et certainement plus rapide que ce que je faisais jusqu'à présent. Et quand j'ai des scores, à contrario, qui sont des scores de 8, 9 et 10, là, bien évidemment, je vais aller voir ce que le logiciel d'intelligence artificielle a pointé comme anomalie et je vais faire d'autant plus attention à cette mammographie, ce d'autant que si c'est évidemment un score 10. Donc, je pense que ça va nous changer dans notre façon de travailler. À chaque fois, on parle de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va remplacer le radiologue. On a enfin compris que non, pas du tout, et que au contraire, c'est une aide. C'est vraiment c'est une aide à l'interprétation. Un compagnon. Un compagnon, exactement. Ouais. J'aime bien votre rapport à l'intelligence artificielle avec ce côté de triage et de réassurance sur les scores faibles et de mise en alerte sur les scores élevés. C'est très intéressant. Au sujet des échos sur les seins denses et les scores très faibles, Bruno Boyer, vendredi à la table ronde Céno organisée par Isabelle Thomasin-Nagara, disait que lui, il pense faire moins d'échos maintenant qu'il a vraiment la pratique de l'IA et qu'effectivement, il est rassuré sur les… Donc, ça rejoint ce que vous disiez. C'est intéressant. Donc, la perspective d'aller sans doute plus vite sur les scores bas et aujourd'hui un bénéfice palpable. Oui, je pense qu'on va vraiment pouvoir… D'ailleurs, cette conférence est très intéressante. Moi, je vous conseille je conseille à tout le monde d'aller la revoir en replay. C'est une conférence qui avait été organisée par Isabelle Thomasin-Nagara avec Corinne Baléguier et Bruno Boyer, et puis les différents constructeurs. Et c'est très, très intéressant parce qu'on voit à la fois le côté pratique. Effectivement, Bruno Boyer, il expliquait que il allait peut-être faire moins d'échographie que ce qu'il faisait habituellement. Et puis, il expliquait aussi que quand il regardait les tomosynthèses, donc les 3D, les coupes épaisses, et que il n'allait pas forcément aller regarder les coupes fines si l'intelligence artificielle ne lui indiquait pas d'anomalie inquiétante sur la tomosynthèse 3D. Et je pense que ça va nous faire un gain de lecture et un gain de confiance qui est très important. Moi, j'ai travaillé hier matin, j'avais une vacation de mammographie et j'avais des seins qui étaient très très denses. Et quand l'IA me montrait un score à 1 ou 2, j'étais très très tranquillisé. J'avais pas besoin de passer un très long temps à analyser les différentes coupes de tomosynthèse. Alors j'ai quand même été faire des échographies parce que je suis encore un utilisateur récent et que j'ai encore besoin de gagner en confiance vis-à-vis de l'IA, mais je pense que peut-être qu'à terme, effectivement, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Très bien. Alors ça, c'est les attentes et les bénéfices déjà tangibles. Maintenant, est-ce que vous voyez des perspectives d'amélioration pour vraiment que ces outils pénètrent la routine clinique de n'importe quel radiologue et pas seulement les experts comme vous ou Bruno Boyer? Je pense que ça devrait devenir, idéalement, ça devrait devenir véritablement un compagnon de travail pour l'ensemble des radiologues. Et il faudrait que les radiologues s'approprient cet outil de travail. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus évident dans les années qui viennent. De la même façon qu'on est passé de la mammographie 2D à la mammographie 3D avec la tomosynthèse,
que ça a été une révolution peut-être encore plus importante que celle du numérique, du passage de l'argentique au numérique. Peut-être que là, cette fois-ci, effectivement, il va falloir prendre rapidement le train de l'IA et qu'il faudrait idéalement que les cabinets qui font beaucoup de dépistage en mammographie s'équipent de ces systèmes d'IA, se les approprient et se fassent leur propre expérience, parce que je pense qu'on va avoir chacun peut-être une façon de travailler qui sera différente en fonction de notre outil d'IA. Mais ça va vraiment. Le premier retour d'expérience que j'ai, c'est que c'est pas du tout un concurrent, c'est quelque chose qui m'aide énormément, vraiment. Et par exemple, si j'ai des microcalcifications alors l'IA montre beaucoup de microcalcifications qui sont considérées comme étant relativement anormales, sans être forcément cotées jusqu'à 10. Parfois, il y a un score de 10 sur des microcalcifications qui ne sont pas forcément des microcalcifications inquiétantes, mais ça, c'est pas très grave, parce que justement, je vais pouvoir faire en tant que radiologue la part des choses, et mon métier, ça consiste justement à savoir interpréter les microcalcifications, et je vais pouvoir dire, bon, ça, c'est bon, je suis pas inquiet du tout. Il n'y a rien d'autre qui a été montré par l'IA sur cette mammographie, et ça me rassure complètement. D'accord. Donc, vous dites aujourd'hui, parfois, les outils pourraient être plus spécifiques, mais finalement, comme c'est sur des choses assez évidentes, ça vous gêne pas tellement, et c'est là que la complémentarité, elle a tout son rôle, en fait. C'est évident pour vous, vous allez vite. Au contraire, c'est pas facile, l'IA se prononce et ça vous rassure. Exactement. Moi, je pense que ça va être tout à fait ces pistes-là qui vont être très, très intéressantes. Ce filtre que représente l'intelligence artificielle, et que du coup, on va pouvoir passer plus de temps sur les mammographies véritablement où il y a un score qui est élevé, et véritablement chercher les anomalies, et ne plus perdre de temps sur des mammographies pour lesquelles il n'y a strictement aucune anomalie, on peut être très tranquillisé. Ce qui est la grande majorité, évidemment, en dépistage. Exactement, ce qui est la grande majorité du dépistage. Et justement, contrairement au CAD, on avait tendance à négativer de façon abusive, parce qu'on en avait marre en fait, il fallait qu'on ait 360 marques pour avoir un cancer visible. Et on avait tendance à négativer, et quelquefois on négativait quelque chose qui était un cancer. Là, avec l'intelligence artificielle, on va justement pouvoir bien analyser la mammographie et prendre plus de temps. Ouais, moins d'alerte, mais plus pertinente, en fait. Exactement. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'on a une première question qui est arrivée des gens connectés. Que pensez-vous des solutions de dépistage individuel type MammoRisk, et comment l'IA peut s'insérer dans ce contexte? C'est très intéressant, parce que moi, justement, j'ai la chance, puisqu'on a développé ce concept du Women Risk Institute à l'Institut américain, à l'hôpital américain, avec Massi Sagachian. J'ai la chance d'avoir le logiciel MammoRisk, dont je peux me servir pour l'instant de façon expérimentale sur les mammographies. Et donc, je regarde la densité de la mammographie qui est indiquée par MammoRisk. Et puis aussi, je fais le petit score de MammoRisk, c'est-à-dire l'âge de la patiente, les antécédents familiaux. Alors, j'ai pas le score polygénique, contrairement à la consultation qui est faite, où là, il y a vraiment un score polygénique, et ça me permet de savoir quel est le risque de la patiente. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer aussi de plus en plus dans notre pratique courante. La seule chose, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que ça prend du temps. On a une analyse en plus de l'analyse de la mammographie, il y a l'analyse de l'IA, et puis en plus il y a le MammoRisk, et puis on n'a pas véritablement, ça fait débat pour l'instant, et j'en discute beaucoup avec la société PrediLife, on n'a pas véritablement le temps d'aller expliquer à la patiente qu'elle est à risque faible, intermédiaire ou élevé en l'espace de quelques minutes dans le cadre d'une consultation de scénologie de mammographie. Ça, c'est plus le job de la clinicienne, de l'oncologue. Et donc, mais c'est intéressant pour nous, parce que ça nous permet de la même façon de nous inquiéter ou de nous rassurer selon le score de risque que l'on va trouver avec le MammoRisk. Mmh. Très intéressant. Oui, on va vraiment vers un dépistage individualisé, on le sent bien. Et maintenant, il faut trouver les modalités finalement pour que tout le monde puisse en bénéficier. Exactement. Très bien. Je vois que quelqu'un est en train de taper une question supplémentaire.
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'effectivement, pour que l'IA s'applique, on va être au cœur de ces choses très pragmatiques. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de digitaliser la seconde lecture? Ça, c'est une excellente question, mais c'est une excellente question. Moi, j'aimerais bien pouvoir y répondre. En fait, je pense que rien ne nous empêcherait. J'ai fait très très longtemps de la seconde lecture et je faisais de la seconde lecture avec de la mammographie numérique et il y avait des centres qui avaient la tomosynthèse et on lisait et on continue à faire notre seconde lecture sur des films. Rien n'empêche de le faire, sauf que c'est un coût qui est très important, qu'il faut changer les structures de gestion, il faut les équiper, il faut que le second lecteur puisse avoir accès justement aux images digitalisées, enfin, etc. et tout ce qui devrait être idéalement fait. Et c'est un long débat très compliqué. On est peut-être, avec l'étude MyPeps, en train de s'orienter vers un dépistage qui va être justement différent de celui que l'on fait actuellement. Alors, on aura la réponse uniquement dans quelques années, le temps d'inclure ces 85 000 patientes. Mais peut-être que justement, lorsqu'on aura personnalisé un peu plus le dépistage, peut-être que ce sera plus facile de digitaliser la deuxième lecture. Très intéressant. Écoutez, on est arrivé au bout de notre discussion. Je vois pas de nouvelles questions à apparaître. Donc, Marc, je voulais vraiment vous remercier chaleureusement pour avoir partagé avec nous vos premiers retours d'expérience. Et puis, j'ai envie de vous dire à bientôt parce qu'on a envie d'en savoir plus là quand vous aurez plus de cas et plus de retours. Merci à vous. On va essayer de colliger effectivement des cas de plus en plus intéressants. J'ai juste envie de dire pour conclure, en particulier aux jeunes radiologues, que l'intelligence artificielle, ça va être votre ami, ça va beaucoup vous aider, beaucoup vous apporter. Il y a eu des études qui ont montré que l'intelligence artificielle, elle apportait autant à des radiologues experts, puisqu'ils ont comparé le score de radiologues experts avec plus de 15 ans d'expertise à ceux qui étaient jeunes. Donc, ça apporte beaucoup aux jeunes radiologues, ça apporte beaucoup aussi aux radiologues plus experts. Et je le dis vraiment, je dis à tous les jeunes, l'intelligence artificielle, ça va être un grand ami pour nous, j'en suis persuadé. Voilà, merci à vous. Merci pour le message. Merci de tout ce que vous faites. Merci, à bientôt Marc, au revoir. Au revoir.